Comment devenir officier dans l'armée de terre? Quels sont les différents recrutements pour devenir officier? Tu as un petit peu regardé, tu as cherché, tu as vu qu'on pouvait être OST, Saint-Cyrien, EMIA, EMAC et tu n'y comprends rien. Tu ne sais pas comment tu peux devenir officier concrètement et quelles seront les possibilités de métier qu'il y aura derrière. Donc regarde cette vidéo en entier, abonne-toi, je vais tout expliquer. Let's go! J'étais officier dans l'armée de terre et je suis passé par la voie directe Saint-Cyr, donc l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fait 2 ans de prépa, puis Saint-Cyr et après j'étais officier. Maintenant, ça c'est une voie et j'ai recensé 14 voies d'officier au total. 14, oui, ça fait beaucoup. Donc cette vidéo, elle est un petit peu complexe, il y a beaucoup d'infos. Je vais te mettre des schémas, tout ça. Enfin, mon monteur va te mettre plein de schémas pour t'aider à comprendre un maximum. Sache que dans tous les cas, tu devras passer par le CIRFA. Le CIRFA, c'est ton point de candidature pour devenir militaire, pour t'engager dans l'armée. Et que que tu veuilles devenir militaire du rang, sous-officier ou officier, c'est la même chose. C'est le CIRFA qui va pouvoir valider ton dossier et te faire candidater. Le CIRFA, il est aussi là pour te conseiller. Enfin, il est surtout là pour te conseiller. Il est là pour t'aider à connaître un petit peu plus les parcours, à savoir comment est-ce que tu peux candidater pour ça. Maintenant, cette vidéo, elle a pour but de t'aider à comprendre les différentes voies, à comprendre ce qu'il y a derrière, ce que ça implique pour en savoir un maximum au moment où tu arrives en CIRFA. Quand tu arrives en CIRFA et que tu veux un recrutement officier, que tu veux devenir officier, il faut le dire assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'il te faut un interlocuteur qui connaisse ça. Si tu as un interlocuteur qui connaît pas du tout les recrutements officiers, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors que si tu exprimes dès le début ton souhait de devenir officier, on pourra te mettre avec le bon interlocuteur et te donner les bons conseils. Donc maintenant, let's go pour aborder ces 14 recrutements officiers dans l'armée de terre. Pour la marine et l'armée de l'air, on a d'autres recrutements officiers. Il y en a qui se ressemblent un petit peu, mais globalement, il y en a moins. Mais après, ça se ressemble quand même pas mal. On va retrouver un petit peu les mêmes. Après, pour la partie marine et armée de l'air, je m'y connais beaucoup moins. Et pour moi, c'est beaucoup de travail de faire des vidéos là-dessus et surtout, ça m'intéresse moins. En général, il y a plus de personnes qui sont intéressées par l'armée de terre. Donc, on va vraiment parler que armée de terre. En description de la vidéo, je te mets les liens. Donc, différents liens qui peuvent t'aider. Tes sites de référence, c'est s'engager.fr. Ça, c'est le site de l'engagement dans l'armée de terre. C'est vraiment s'engager.fr qui pourra te donner encore quelques conseils. Et après, je te mets quelques autres liens qui peuvent t'aider avec des infos en plus pour savoir vraiment comment tout se passe. Maintenant, let's go, c'est parti pour les différents recrutements officiers. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un gros pôle de formation des officiers. Ce gros pôle, c'est Saint-Cyr-Couët-Quidan. Saint-Cyr-Couët-Quidan, c'est à Guères, en Bretagne, au milieu de rien. Un endroit où j'ai passé 3 ans et où soit tu finis alcoolique, soit tu finis par faire 50 tractions. Je rigole, attention, humour les gars. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas grand chose. En fait, tu es à 40 minutes de Rennes et tu es un petit peu au milieu de la forêt. Il fait très humide. Après, les gens sont gentils. Maintenant, il pleut tout le temps et moi, je suis vraiment pas un fan. Voilà, c'est mon délire. Je suis pas du tout fan de la Bretagne, pas du tout fan de ce coin. Maintenant, sache que si tu veux devenir officier, tu vas y passer. Après, tu y passeras plus ou moins longtemps selon tes voies d'accès. Attention, te dis pas, je vais pas devenir officier parce que la météo. Non, on s'en tape. La météo, c'est juste 3 ans et derrière, tu verras bien ce que tu feras. Donc, reprenons. À Saint-Cyr-Couët-Quidan, tu as différentes écoles. En gros, tu as 4 écoles. 4 écoles, oui. Ça fait beaucoup. Tu as l'école spéciale militaire. L'école spéciale militaire, c'est l'école traditionnelle des officiers. C'est l'école vraiment principale. C'est une école qui a été créée en 1802 par Napoléon. Et c'est l'école qui formait initialement les officiers. Donc, on a d'autres écoles. On a l'EMIA. L'EMIA, c'est l'école militaire interarmes. Cette école, elle n'a pas pour but de former des officiers directs. Direct, ça veut dire que tu es civil aujourd'hui et demain tu es officier. Il y a rien entre quoi. Enfin, il y a ta candidature, tes tests, tout ça, mais tu passes de civil à militaire. Donc, il faut bien différencier les recrutements directs et les recrutements semi-directs. L'EMIA, c'est un recrutement qui est semi-direct. Ça veut dire que tu t'engages d'abord comme militaire du rang ou comme sous-officier. Tu vas faire quelques années et ensuite, tu vas passer un concours, aller être formé à Saint-Cyr, à l'EMIA, l'école militaire interarmes, et après tu seras officier. Ensuite, on a l'EMAC, l'école militaire des aspirants de Couët-Quidan. Cette école-là, elle a été créée récemment, elle a été créée en 2021, ouais je crois 2021. Et en fait, avant elle existait déjà, mais elle existait sous une autre forme. En fait, elle existait sous forme de l'ESM 4. L'école spéciale militaire 4e bataillon. Donc, au sein de l'école spéciale militaire, on a 3 bataillons. En fait, c'est les 3 années. Chaque année, tu changes de bataillon. Au sein de l'école militaire interarmes, on a 2 brigades. Alors là, c'est des brigades, mais c'est comme les bataillons. Et pareil, tu changes chaque année. Et en fait, avec l'école spéciale militaire, il y avait un 4e bataillon qui existait, qui était le bataillon des EOR, élèves officiers de réserve, et après des officiers sous contrat, les OSC. Les officiers sous contrat, ils allaient à l'ESM 4 faire 1 an.
Et en fait, pour différencier, pour distinguer bien les écoles, on a créé l'EMAC, l'école militaire des aspirants de Couët-Quillan, en 2021 pour bien les différencier. Donc avec un autre uniforme, avec un petit peu leurs traditions qui ont été créées, tout ça, en 2021. Et ça a permis de vraiment différencier chaque parcours de recrutement et d'avoir les officiers sous contrat qui sont bien à part. Les officiers sous contrat, il y en a différents. Les EMIA, c'est globalement de recrutement et les ESM, on a aussi plusieurs recrutements. Donc tu vois qu'au sein de ces 3 écoles, déjà, on a pas mal de recrutements et on a différentes voies. Maintenant, si tu as compris ces 3 écoles qui sont les 3 écoles principales, on est pas mal. Ça, c'est pour le parcours. C'est pour le parcours de la voie officier des armes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a plusieurs types de métiers au sein de l'armée. On a la partie officier des armes, enfin la partie armes en fait. La partie, la partie qui est opérationnelle. Et après, on va avoir des parties administratives et des parties services. Donc, pour faire simple, on a vraiment les armes, c'est globalement tout ce qui va servir au déploiement de personnel en guerre, en conflit, en opération et au maintien de ces personnels sur les lieux d'opération. Donc on va avoir l'infanterie, la cavalerie, tout ça, ces mecs-là qui font le combat. On va avoir derrière tout ce qui va être appui de ces mecs-là, plus tout ce qui va être soutien. Soutien, c'est soutien donc des matériels, soutien de l'homme, qui va servir à ce que ces personnels-là puissent continuer de combattre, puissent continuer leurs opérations sur le lieu où ils sont. Ça, c'est la partie voie des armes. Ensuite, on a toute la partie administrative. La partie administrative, c'est vraiment la gestion de l'administration des armées. Donc, on a la partie finance. Donc, ça veut dire faire en sorte que l'argent circule bien pour qu'on puisse payer les gars, pour qu'on puisse acheter du matériel, tout ça. On a aussi la partie vraiment gestion du personnel, donc ressources humaines, qui est aussi dans la partie administrative. Et en fait, globalement, on a différents métiers là-dedans dans la partie administrative. Ça, c'est ce qu'on appelle le corps technique et administratif. Donc, on a le corps des officiers des armes, le corps des officiers techniques et administratifs, et ensuite, on a les services. Les services, c'est tout ce qui va être santé des armées, secrétariat général de l'administration ou encore la direction générale de l'armement. Là, on est vraiment dans des choses qui sont à part, qui sont vraiment différentes. Voilà. Pour tous ces types d'officiers-là, on a différentes voies d'accès. Donc, les 3 écoles que je t'ai présentées, on est vraiment dans la partie corps des officiers des armes. Et au milieu, du coup, on a le corps technique et administratif. Le corps technique et administratif, il a aussi une école. Tu te souviens, je t'ai dit qu'il y avait 4 écoles à Saint-Cyr. Eh bien, cette 4e école, c'est l'école du corps technique et administratif. Alors, elle s'appelle, je l'ai noté, le MCTA, voilà, c'est facile, l'école militaire du corps technique et administratif. Donc, cette 4e école, elle forme les officiers qui vont devenir administrateurs des armées. Mais attention, parce que ce serait trop facile si on s'arrêtait là. On a une 5e école qui forme aussi des officiers du corps technique et administratif, mais c'est l'école du commissariat des armées. Ça, c'est une école qui est un petit peu à part. En fait, l'école du commissariat des armées, elle forme les commissaires des armées. Les commissaires des armées, c'est les gérants des finances. C'est vraiment leur rôle principal, c'est les finances. Il y a d'autres métiers. On va aussi avoir tout ce qui va être le droit, par exemple. On peut avoir des commissaires qui sont spécialisés dans le droit et qui vont avoir un rôle un petit peu plus de juriste. Alors attention, les commissaires, m'en voulez pas, mais globalement, c'est un petit peu l'idée. Donc au niveau de l'école du commissariat des armées, là, on est à Salon de Provence. Donc on a la partie corps des officiers des armes plus administratif qui est à Saint-Cyr, Saint-Cyr-Couët-Quillan. Et on a après la partie école du commissariat des armées qui est à Salon de Provence. Si tu as compris ça, globalement, tu en sais plus que 99% de la population sur déjà où sont les écoles et comment ça se passe au niveau des écoles. Ensuite, un petit point de précision hyper important. Quand on parle de Saint-Cyr, beaucoup de personnes vont dire « Ouais, Saint-Cyr, c'est à côté… » on a les personnes qui pensent que Saint-Cyr, c'est à côté de Marseille et de la Seine-sur-Mer en pensant à Saint-Cyr-sur-Mer. Bon, là, on n'y est pas du tout. Saint-Cyr-sur-Mer, ça n'a aucun rapport. Et ensuite, on a les personnes qui pensent que Saint-Cyr, c'est à côté de Paris, à côté de Versailles. Et là, je comprends. Parce qu'en fait, Saint-Cyr, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'était à côté de Paris. C'était à Versailles. Sauf que cette école a été bombardée. Et depuis son bombardement, Saint-Cyr a dû être recréé. Donc en fait, pendant un temps, ça a été à Aix, ça a bougé, ça a été après en Outre-mer. Et aujourd'hui, Saint-Cyr, c'est en Bretagne. C'est dans la forêt de Brocéliande, à Couët-Quillan, donc à 40 milles de Rennes. Et cette école-là, aujourd'hui, c'est l'école des officiers de l'armée de terre. Et à Saint-Cyr, à côté de Versailles, on a le lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. Le lycée militaire de Saint-Cyr-l'École, c'est un lycée
et une classe préparatoire. Cette classe préparatoire permet de rentrer à Saint-Cyr Couët-Quidan. C'est pour ça qu'on dit Saint-Cyr Couët-Quidan et Saint-Cyr l'école. Ça permet de différencier les deux. Donc ça, il faut vraiment avoir ça en tête pour bien comprendre en fait, quand on parle de Saint-Cyr Couët-Quidan et de Saint-Cyr l'école, comprendre la différence, comprendre ce qui est chacune de ces unités. Je pense qu'on est bon déjà sur les écoles. Et un dernier point aussi sur les écoles. En fait, Saint-Cyr, on parle aujourd'hui de l'académie militaire de Saint-Cyr Couët-Quidan. Juste un petit détail, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs changements de nom. Il y a eu les ESCC 2030, donc les écoles de Saint-Cyr Couët-Quidan 2020-2030. Puis il y a eu l'académie militaire de Saint-Cyr Couët-Quidan. Et aujourd'hui, on parle de l'académie militaire de Saint-Cyr Couët-Quidan, au sein de laquelle on va avoir 4 écoles. Et après, on a encore d'autres trucs. On a par exemple le cours des chefs de corps, qui est en fait un cours particulier où tous les colonels de l'armée de terre se retrouvent à Saint-Cyr pour être formés comme chef de corps. Mais voilà, globalement, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Après, tu peux aussi me dire et l'école de guerre, et l'IHEDN, tout ça. L'école de guerre, l'IHEDN, c'est des écoles internes à l'armée. C'est en fait pour les officiers supérieurs, ils vont être formés au sein de ces écoles-là. C'est pas pour devenir officier. Donc pour devenir officier, au niveau des écoles, il faut vraiment retenir ça. Et après, on va avoir une 6e école, c'est Polytechnique. Donc, on reprend, on a 4 écoles au sein de l'académie militaire de Saint-Cyr Couët-Quidan. On a l'école du commissariat des armées à Salon-de-Provence et on a Polytechnique. Polytechnique, c'est une école d'ingénieurs. C'est une école d'ingénieurs qui est civile, qui était rattachée à la défense. Elle a été détachée de la défense. Aujourd'hui, elle est rattachée à l'éducation nationale. Avant, ses élèves étaient militaires. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Mais Polytechnique, ça a toujours de gros liens avec les armées. Et aujourd'hui, les élèves polytechniciens, ils font un premier stage de 3 mois, soit au sein de l'armée, soit au sein de la fonction publique. Mais globalement, c'est pas mal au sein de l'armée. Et on a chaque année, il me semble que c'est 150 polytechniciens qui viennent à Saint-Cyr pour faire un stage. Ensuite, les polytechniciens, il faut savoir qu'ils défilent pendant le 14 juillet en uniforme militaire. Donc ils paradent et donc c'est vraiment une école qui a des traditions aujourd'hui militaires. Et à la fin de Saint-Cyr, à la fin de Polytechnique, les élèves peuvent rejoindre l'armée. Il y en a pas beaucoup qui le font. Chaque année, c'est assez peu. J'ai pas les chiffres en tête. Une promo de polytechnicien, il me semble que c'est 500 élèves et je crois que c'est moins de 10% des élèves qui deviennent militaires à la fin. Donc ça ferait moins de 50 qui deviennent militaires. Mais c'est toujours possible de devenir officier via Polytechnique. Et il faut savoir que quand tu deviens officier via Polytechnique, tu vas avoir un gros avantage. C'est au niveau de tes choix, tes prioritaires. Faut le savoir. Donc si tu es excellent à l'école, Polytechnique, ça peut être plus intéressant pour devenir officier que Saint-Cyr. On en parle après. Bref, on est bon sur les différentes écoles. Maintenant, on va s'attaquer aux différents parcours de recrutement. Et là, tu vas voir que ça va être costaud. Donc, si tu veux devenir officier, essaie d'écouter un petit peu tout. Prends des notes. Je ferai peut-être une petite fiche. Regarde après en description tous les liens pour t'aider à en savoir plus. Mais tu vas voir que là, il y a pas mal de possibilités. On va commencer par la voie des armes. La voie des armes. Donc, quand tu veux devenir officier dans la partie opérationnelle, là, on a pas mal de voies possibles. On a pas mal de recrutements existants qui vont te permettre de devenir officier des armes. C'est-à-dire que si tu vas aller en infanterie, tu peux devenir officier d'infanterie par telle voie, telle voie, telle voie. Bref, on a pas mal de voies possibles. On commence. On va commencer par ma voie. Moi, je suis passé par l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fait 3 ans de formation. Mais pour faire ces 3 ans de formation, j'ai dû passer un concours. Ce concours-là, c'est un concours post-prépa. Ça veut dire que je passe mon bac. Donc moi, j'ai passé un bac ES. Voilà, pour les jeunes, et j'ai passé un bac ES. Aujourd'hui, ça équivaut à un bac AGG SCP avec un petit peu de maths, un truc comme ça, et de l'éco, et de la SES. À la fin de ce bac ES, j'ai fait mon dossier sur APB. Ouais, c'était pas Parcoursup, c'était APB, c'était pareil mais différent. Du coup, j'ai fait mon dossier. J'ai été pris en classe préparatoire au lycée militaire d'Aix-en-Provence. Au sein du lycée militaire d'Aix-en-Provence, j'ai fait ma prépa. Du coup, j'ai été en prépa ECE. Donc prépa ECE, c'est économique, un truc comme ça. Donc c'est une prépa qui est éco, dominante éco, avec des maths et des langues. Cette prépa-là, du coup, je fais 2 ans de prépa. Je passe mon concours, je passe le concours du coup qui est un concours de la BCE, la Banque Centrale Européenne. C'est un concours civil. Ça veut dire que tu es civil au moment où tu t'inscris. N'importe quel civil de n'importe quelle prépa peut s'y inscrire. Et moi, au moment de ma 2e année, j'étais en prépa civile. Du coup, je passe mon concours, je m'inscris et je m'inscris en même temps à d'autres écoles, des écoles de commerce. Parce qu'en fait, le concours de Saint-Cyr, il est très similaire à celui d'école de commerce. Ça veut dire que tu peux candidater en même temps à des écoles de commerce et à Saint-Cyr. Je passe mon concours pour des écoles de commerce. Enfin, j'ai passé 3 écoles. J'ai passé l'EM Lyon et 2 autres écoles. Du coup, j'ai été admis à ces 2 autres écoles et à l'EM Lyon.
Et ensuite, j'ai aussi passé celui de Saint-Cyr. Pour le concours de Saint-Cyr, du coup, je passe mes écrits en mai et ensuite je suis admissible. Admissible, ça veut dire que j'ai réussi mes écrits. J'ai eu des notes suffisamment bonnes pour être bien classé pour pouvoir aller passer les oraux. Donc on était, je sais pas, peut-être 1000 inscrits, 1000 à passer le concours de Saint-Cyr. Parmi ces 1000, il y en a 150 qui vont aux oraux. Donc j'étais dans les 150 meilleurs et j'ai été aux oraux. Les oraux, du coup, ça se passe au lycée militaire de Saint-Cyr l'école. Oui, parce qu'en fait, vu que c'est l'école originelle, les oraux se passent là-bas. Donc, on va dans la prépa de Saint-Cyr l'école. On va passer 3 jours là-bas, de nuit. Sur ces 3 jours, du coup, je me prépare à fond. J'arrive, je suis en costume, tout ça. Et j'arrive, je vais passer mes oraux. Pour les oraux, on a plein d'oraux à passer, vraiment beaucoup d'oraux. Et là, l'objectif, c'est de gérer le plus possible, c'est d'avoir les meilleures notes possibles. Parce que si tu n'as pas des bonnes notes, du coup, tu vas descendre et ton classement global qui prend les écrits plus les oraux va faire que tu vas être moins bien classé. Moi, aux écrits, j'ai excellé. Aux oraux, j'ai excellé sur certains, un peu moins sur d'autres. Notamment en maths. Maths, je me souviens, j'étais fatigué. Et à un moment, j'ai fait une dinguerie, j'ai fait un truc x0. Et j'ai fait comme si c'était x1. J'ai bugué complètement. Le mec, du coup, il m'a descendu ma note de 5. Bref, du coup, j'ai eu 12 en maths. Non, je suis pas rageux. Je suis pas rageux, c'est bon. Du coup, sur les oraux, à la fin, je valide mes oraux, je valide mes écrits. On a, du coup, des notes. On a des notes dans chaque matière. Et 15 jours plus tard, on va dire 15 jours plus tard, on a les résultats. Donc, on a les résultats d'admission. À ce moment-là, je vois mon nom sur ma liste. Donc, ça, c'est un papier que tu vas télécharger sur Internet. C'est publié publiquement. Et du coup, tu vois en fait si tu es admis ou pas. Et chaque année, il y a la liste qui est publiée. Donc là, je vois mon nom. Et je me dis, waouh, je suis admis, génial, je vais à Saint-Cyr, super, let's go. Et après, on voit les notes. Et ensuite, on a la rentrée le 23 août. Donc ça, c'est pour la voie vraiment traditionnelle, ce qu'on appelle la voie royale. Ça, c'est l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Donc tu fais tes 2 ans de prépa, tu passes ton concours et ensuite tu rentres. Si tu n'es pas en prépa, c'est impossible de réussir le concours. C'est impossible. Tu peux être un génie, tout ce que tu veux, tu ne réussiras pas le concours parce que c'est vraiment hyper spécifique. C'est un concours qui a 5 voies d'accès. On a 3 voies en fait globalement. On a la voie économique, celle dans laquelle j'étais. La voie littéraire. La voie littéraire, c'est tu es en prépa lettres, option maths. Alors attention, il faut vérifier pour l'option maths parce qu'il me semble que cette année, ils ont prévu de la supprimer. Donc, faut checker ça. Et ensuite, on a la voie scientifique. La voie scientifique, en fait, elle a 3 voies possibles. Au sein de la voie scientifique, on a MP, PC et SI. Donc, tu as vraiment ces 3 voies-là. Si tu es dans une autre prépa, donc si tu es en éco ECS, c'est pas possible. Éco ECS, tu ne pourras pas passer le concours de Saint-Cyr. Et après, on a aussi la prépa BL en littéraire. Là, pareil, c'est pas possible. Et après, il y a aussi la prépa vétérinaire qui est, bon, rien à voir. Prépa vétérinaire, tu ne pourras pas non plus. Mais si tu es dans une de ces voies, économique, lettres ou scientifique, tu passes le concours de Saint-Cyr. Tu peux le passer au bout de 2 ans de prépa. Donc normalement, tu passes tous tes concours au bout de 2 ans de prépa. Là, si tu réussis pas, tu peux le repasser sur ta 3e année de prépa. Si tu le rates, tu peux le repasser sur ta 4e année de prépa. Donc en fait, tu redoubles. À chaque fois, tu redoubles et après, tu peux le repasser. On parle de 3 demi, 5 demi, 7 demi. 3 demi, ça veut dire que tu intègres en 2 ans, comme moi. 5 demi, ça veut dire que tu intègres en 3 ans. Et 7 demi, ça veut dire que tu intègres en 4 ans. Il y en a qui le font. Dans ma promo, moi, il y en avait 2 qui l'avaient fait. Donc, une fois que tu valides ton concours, une fois que tu valides tes oraux, le 23 août, c'est la rentrée. Le 23 août, ça c'est la rentrée pour toutes les académies militaires de Saint-Cyr, enfin pour toute l'académie militaire de Saint-Cyr-Cotidan. Tout le monde se retrouve à peu près à cette date-là et chaque année c'est globalement la même. Moi je suis rentré le 23 août. Cette année j'ai accompagné un mec avec le programme guerrier d'ailleurs. Si tu veux te préparer pour l'armée, si tu veux te préparer pour les recrutements officiers, tu as le programme guerrier qui est en description. C'est un programme complet pour devenir militaire et pour te préparer aux tests et valider tes tests. Eh bien avec le programme guerrier, j'ai accompagné un gars qui s'est entraîné pour Saint-Cyr, qui avait un petit déficit sur certains sports. On s'est préparé à fond et derrière, là, il est à Saint-Cyr et il gère. Et côté sportif, il est beaucoup mieux. Donc, sur la partie préparation sportive, ça joue aussi puisque au moment des oraux, tu vas passer des tests de sport. Et les tests de sport, ils n'ont pas un énorme coef, mais il faut quand même les bosser. Bref, du coup, ce mec-là, il est rentré le 23 août cette année encore. Et donc, globalement, la rentrée, c'est à peu près le 23 août tout le temps. Pour la partie recrutement de l'école spéciale militaire, ça, c'est la voie directe. Ensuite, on peut aussi rentrer à l'école spéciale militaire via 2 autres voies. On a la voie EOFIA. EOFIA, c'est élève officier, France, international Allemagne, un truc comme ça. En gros, c'est un mec qui est excellent en allemand. Il est bilingue en allemand et il va passer un concours spécifique, un concours qui se passe via le CIRFA. Donc, c'est des tests un petit peu différents.
C'est des tests où tu vas devoir aller au CIRFA, tu vas passer tes tests sportifs, tout ça. Et ensuite, si tu valides ces tests-là, tu vas aller passer 4 jours à Saint-Cyr, du coup directement à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, et des tests qui vont être assez poussés pour voir si tu as un bon niveau ou pas. Tu vas être classé. Et ensuite, c'est parti, tu rentres à Saint-Cyr. Maintenant, attention, parce que ce cursus-là est différent. Au niveau de ce cursus OFIA, donc j'ai pris quelques notes, j'ai préparé la vidéo, les gars. Vraiment, j'ai vraiment préparé parce que c'est compliqué. Au niveau du recrutement OFIA, il faut avoir maximum 19 ans au moment de ce recrutement-là. Et c'est assez similaire au recrutement officier sur titre. Je t'en parle juste après. Donc, au niveau de ce recrutement-là, tu as du coup des présélections et ensuite tu as les 4 jours à Saint-Cyr de sélection. Au niveau des présélections, c'est vraiment les tests classiques, c'est les tests du GRS, donc du groupement de recrutement et de sélection. C'est les tests que tu fais pour devenir militaire avec le luc léger, les tractions, les squats. Si tu valides ces tests-là, si tu as un bon dossier, on t'envoie à Saint-Cyr pour 4 jours pour passer tes tests. Au moment où tu vas passer tes tests, du coup, tu vas être super prêt. C'est hyper important. Et ensuite, si tu valides ces tests-là, tu es pris à Saint-Cyr. Et tu vas faire ta rentrée le 23 août avec une promotion classique. Ça veut dire que tu es mélangé. Donc moi, globalement, dans ma promo, il y avait 2 EOFIA, 4. Non, il y avait 4 EOFIA ou 3 ou 4 EOFIA. Bon, il y en a un qui a quitté l'armée. Oui, je vous l'ai dit, je suis pas le seul à avoir quitté l'armée. Moi, de ma promo, il y en a, je crois qu'on est déjà 6 à avoir quitté l'armée. Donc, il y en a un qui a quitté l'armée. Ensuite, il y en a, du coup, les 3 autres sont restés, mais il y en a une autre qui m'a contacté pour quitter l'armée. Je dirais pas son nom. Voilà. Donc, sur les OFIA, il en restera plus que 2, en espérant qu'ils restent longtemps dans l'armée. Du coup, ces 2 OFIA, comment est-ce que ça se passe? Enfin, ces 4 OFIA, comment est-ce que ça se passe? Ils font 1 an à Saint-Cyr avec les Saint-Cyriens, 1 an complet. À la fin de cette année à Saint-Cyr, ils partent en Allemagne. Ils partent en Allemagne où ils vont faire 4 ans. 4 ans en fac. En fait, en fac, alors je sais pas exactement comment ça fonctionne là, mais globalement, c'est une fac militaire, mais avec des cours, vraiment c'est des cours en amphi, c'est très tranquille, ils font assez peu de terrain. Et c'est vraiment très théorique. Oui, c'est des cours orientés armée ou des cours de géopolitique et tout. Donc moi, c'est de ce que j'ai compris quand j'ai échangé avec des OFIA. Et ils m'ont dit que globalement, leurs cours, ils étaient même pas forcément en treillis ou quoi, mais c'était vraiment des cours classiques, civils, et c'était des cours de fac. Mais parce qu'en fait, au niveau de leur académie militaire, je crois qu'ils n'y étaient pas tout le temps. En gros, il y a l'académie militaire, il y a la fac. Et la plupart des cours se déroulaient à la fac. Et après, il y avait quelques cours à l'académie militaire, plus quelques terrains, mais assez rares. En gros, c'est beaucoup moins militaire que Saint-Cyr. C'est beaucoup plus ambiance étudiant classique. Et à la fin de ces 4 ans, qu'est-ce qui se passe? À la fin de ces 4 ans, ils reviennent en France et ils partent en école d'application. Donc ça veut dire qu'ils font 5 ans de formation initiale, puis 1 an de spécialisation. Cette partie spécialisation, donc ça, tu vas le comprendre aussi au fur et à mesure. En fait, une fois que tu finis ta formation initiale d'officier, tu pars en école d'application. Cette école d'application-là, c'est ton école de spécialisation. Donc ça, c'est pour la partie voie des armes. La partie voie des armes, tu as une arme d'appartenance. Tu peux être infanterie, matériel comme moi, train, et tu as une arme que tu vas choisir. Cette arme-là, tu vas partir faire 1 an de spécialisation dans une école de spécialisation. Donc, les OFIA, quand ils reviennent d'Allemagne, ils partent en école d'application directement. Et au sein de l'école d'application, ils font leur année de formation et après ils partent en régiment et ils commandent de la même manière. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Maintenant, le OFIA, du coup, quand il arrive, il a 18 ans, il fait 5 ans de formation, il a 23 ans, il arrive en régiment, il a 24 ans. Comme un Saint-Cyrien en fait, c'est la même chose. Parce qu'en fait, lui, il fait pas la prépa. Donc si t'as pas envie de faire la prépa et que tu parles allemand, deviens OFIA, c'est quand même plus cool. Après, il faut aimer l'Allemagne. Et du coup, l'avantage, c'est vraiment ça. Mais ensuite, au niveau du cursus, ça ne change rien. Derrière, tu pourras commander de la même manière, tu pourras faire la même chose. Attention, il y a un seul gros désavantage quand tu es OFIA, c'est que tu es assez isolé et tu n'as pas vraiment de promotion. Tu vas faire seulement 1 an avec une promotion et derrière, tu vas être un petit peu tout seul. Tu vas être avec 2 autres OFIA et tu vas être avec des Allemands. Donc, il faut aimer être seul, il faut aimer être un petit peu isolé et surtout, tu rates toute la partie vie de promotion. La partie vie de promotion à Saint-Cyr, donc sur les 3 ans quand on est à Saint-Cyr, c'est hyper important. Et c'est pareil pour le MIA, c'est vraiment, en fait, tu vis en promotion, tu as des traditions, tout ça, et tu passes 3 ans assez fort, assez soudé. Ça, je t'en parle dans ma vidéo sur la scolarité à Saint-Cyr, que tu pourrais regarder, où je t'explique un petit peu tout sur la partie vraiment scolarité, comment ça se passe à Saint-Cyr, qu'est-ce qu'on fait concrètement. Et cette vidéo-là, je te la mets là, enfin mon monteur te la mettra là. Donc, au niveau du recrutement OFIA, globalement, c'est assez différent sur la partie cursus, mais une fois que tu es en régiment, c'est la même chose, tu as les mêmes opportunités, c'est tout pareil. Ensuite, il y a un dernier recrutement pour l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, c'est le recrutement officier sur titre. Ce recrutement-là, il est encore différent parce qu'il permet de devenir Saint-Cyrien en seulement 1 an.
au lieu des 3 ans pour la voie classique. Si tu veux devenir officier direct, du coup, tu peux t'engager via Saint-Cyr, t'engager via d'autres voies comme OSC ou quoi, et tu peux aussi t'engager en étant OST, officier sur titre. L'officier sur titre, son cursus est assez différent. C'est un mec qui a un master, qui sort de grande école, qui est assez bon, enfin qui est brillant normalement, et qui derrière va se dire je veux devenir Saint-Cyrien, comment est-ce que je fais? Ou alors il le prévoit, ou alors c'est un mec qui a raté un petit peu la partie voie directe, ou alors il s'est dit je veux faire un autre diplôme et après devenir OST. Tout est possible. Ce gars-là, du coup il a un M2, un Master 2. Ce Master 2, ça doit être un master assez élogieux. Donc quand je dis élogieux, c'est un master de grande école. Si tu sors avec un master, enfin t'arrives avec un master de fac classique de psycho, tes chances sont assez limitées. Et l'idéal, c'est que ce soit un master dans le domaine géopolitique, sciences politiques, défense, tout ça. Donc, je te dis ça, c'est de ce que j'ai vu. Maintenant, dans les textes, tu verras qu'il n'y a pas du tout d'obligation. Dans les textes, si tu arrives avec ton master de SVT, ton master qui n'a aucun rapport avec l'armée, normalement, tu es censé avoir les mêmes chances. Maintenant, tu t'en doutes, c'est un recrutement qui vise à sélectionner les meilleurs profils pour devenir officier. Et des officiers de carrière, des officiers saint-cyriens. Donc, on va prendre quelqu'un qui a le bon profil pour ça. Et forcément, la sélection va plutôt faire qu'on va se retrouver avec des mecs qui viennent de masters de grande école et de masters défense, sciences politiques, géopolitique. Et il faut savoir que c'est ultra concurrentiel. Chaque année, tu as des milliers de dossiers qui sont déposés. Et tu as beaucoup de concurrence pour les officiers sur titre pour seulement 20-30 places. Je ne l'ai pas dit ça. Pour Saint-Cyr, la voie classique, chaque année, tu as 180 places. Pour les officiers sur titre, aujourd'hui, tu es à 30 places. 30 places pour des milliers de dossiers qui sont déposés. Donc, c'est très peu. Grosse concurrence. Ça veut dire que c'est compliqué. C'est vraiment une voie complexe. Les officiers sur titre, c'est quoi la différence? Alors déjà, au niveau du recrutement, il faut avoir 25 ans maximum. Ça, dans le lien dans la description sur la partie OST, tu vas avoir ça. Soit tu as un Master 2, t'es déjà chaud tout ça, t'es civil, tu passes tes tests, soit t'es déjà dans l'armée, c'est possible. Moi d'ailleurs j'avais un pote qui était plongeur des mineurs et qui avait son master et qui était dans l'armée. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il serait chaud de s'engager comme officier. Il était plongeur des mineurs dans la marine à Brest. Il avait fait 1 an. Il avait moins de 25 ans. Il a passé le concours OST. Et le concours OST, du coup, quand tu es militaire, il est un petit peu différent. Parce qu'en fait, quand tu es civil, tu vas t'adresser à un CIRFA. Quand tu es civil, du coup, tu fais ton dossier auprès d'un CIRFA. Tu vas faire le parcours classique. Vraiment, c'est le même parcours qu'un recrutement classique. Mais super important, pour l'officier sur titre, le dossier doit être finalisé en janvier. Tu dois finaliser complètement ton dossier en janvier. Ça veut dire que si tu veux rentrer, par exemple, tu veux rentrer l'année prochaine à Saint-Cyr comme OST, tu commences tout de suite à faire ton dossier auprès du CIRFA. Mais vraiment tout de suite. Histoire de bien le finaliser, d'être prêt en janvier. Et en janvier, tu vas passer tes tests au GRS ou en février. Et en février, ton dossier, il part en commission de présélection. Une fois que tu as eu la commission de présélection, tu vas aller passer des tests si tu es retenu, évidemment. Si jamais tu n'es pas retenu, bon, bah, c'est tant pis, tu pourras retenter ou pas. Et après, si ton dossier est retenu, tu vas pouvoir passer tes tests. Et ces tests-là, c'est quoi? C'est des tests sportifs, donc tests sportifs de Saint-Cyr classique. Donc on a par exemple le 3000 mètres, on a le sprint, la natation, les tractions, les abdos. Et ensuite, tu vas passer des oraux, enfin un oral. C'est un oral d'aptitude générale, donc qui est avec 2 officiers et un professeur de Saint-Cyr. Cet oral-là, il a pour but d'identifier si tu as un bon profil, de voir comment tu te débrouilles et de voir un petit peu si tu connais le monde militaire, si tu connais la défense et quelle vision tu as de l'armée, de la défense, de questions politiques, d'enjeux géopolitiques, voir un petit peu qui t'es, comment tu te comportes et comment t'es. Et cet oral-là, il va être déterminant dans ta validation de dossier. Si tu gères vraiment cet oral-là, tu pourras être pris à Saint-Cyr et tu pourras derrière devenir Saint-Cyrien. Donc ça veut dire que la sélection pour devenir OST, elle se prépare 1 an à l'avance. Il faut vraiment y penser. Mais comme EOFIA, ça se prépare aussi un petit peu en avant. Là, globalement, pour l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, on a 3 voies d'accès qui permettent toutes de devenir Saint-Cyrien. Derrière, on est bien Saint-Cyrien. Chacun a bien un grand uniforme de Saint-Cyr et derrière va passer un petit peu de temps à Saint-Cyr, donc plus ou moins longtemps. On a les Saint-Cyriens classiques 3 ans, les OFIA et les OST 1 an. Les officiers sur titre, du coup, eux, ils vont passer 1 an. Mais c'est un an un petit peu particulier. Parce que du coup, ils vont rentrer aussi le 23 août, mais ils vont faire leur rentrée à part comme officiers sur titre et ils vont derrière suivre leur formation à la fois que entre OST
et à la fois avec les Saint-Cyriens de première année. En fait, on a toute la partie tradition. Donc la partie tradition, c'est la partie en fait bahutage. Le soir, tu dois réciter des chants, tout ça. Bref, ça, je t'en parle pas trop parce que c'est la partie un petit peu mystique de Saint-Cyr que tu découvriras si tu deviens Saint-Cyrien. Cette partie-là, elle se passe du coup avec les premières années à Saint-Cyr. Et ensuite, on a toute la partie formation académique militaire, donc voilà, surtout militaire, qui va se passer que entre officiers sur titre. Parce que il faut aller super vite. Les mecs, en 1 an, ils doivent être capables de commander des hommes. Donc en 1 an, il faut aller très vite. Mais du coup, ils voient beaucoup plus de choses, beaucoup plus rapidement. À la fin de ces 6 mois, donc de ces 6 mois où ils sont avec les premières années et entre OST, ils vont basculer avec les dernières années. À Saint-Cyr, du coup, il y a les 3 bataillons. ESM 3, ESM 2, ESM 1. ESM 3, c'est les premières années. ESM 1, c'est les dernières années. Donc, à la fin de cette année avec l'ESM 3, ils partent avec l'ESM 1, donc l'école spéciale militaire premier bataillon, donc le premier bataillon de France, comme on l'appelle traditionnellement. Ce premier bataillon, ils vont être intégrés à la promotion et ça va être leur promotion. Donc ça veut dire que moi, les OST qu'il y a dans ma promotion, c'est des mecs que j'ai vus pendant 6 mois. Que 6 mois avec moi. Et il y avait des mecs dans ma section, on était ensemble. Et en fait, ils ont été intégrés d'un coup en février. Ils sont arrivés en mode « Hey, salut, je suis ton nouveau camarade, je suis OST ». Et du coup, ces OST-là, ils se sont retrouvés avec nous à la fin de Saint-Cyr, avec un classement à part. Et avec ce classement-là, ils choisissent leur arme et ils vont dire en fait, sur les 30 qui sont, enfin moi il n'y en avait que 20, mais aujourd'hui il y en a 30. Et du coup, sur les 30, ils vont dire « Ah bah moi je veux prendre l'infanterie, ah moi je veux la cavalerie ». Et en fait, ça se joue au classement. Du coup, sur 1 an, il faut être vraiment à fond pour être bien classé et pour pouvoir choisir ce qu'on veut. J'espère que tu me suis jusque-là. Je sais qu'il y a beaucoup d'infos. J'essaie de te synthétiser ça de la meilleure manière possible. Mais bon, peut-être que je pars un petit peu à gauche, à droite. Donc, pour reprendre globalement, Saint-Cyr, voie classique. On a du coup prépa 2 ans, Saint-Cyr, 3 ans. Derrière, école d'application. Entre Saint-Cyr et l'école d'application, tu fais un choix d'armes au classement. Tu es classé, tu choisis ton arme. Et derrière, tu pars en école d'application faire ta spécialisation. Et derrière, régiment. On a Saint-Cyr voie EOFIA. Tu fais 1 an, 4 ans, 1 an d'école d'application. Et pareil, tu vas choisir au classement entre EOFIA. Et on a Saint-Cyr voie OST où tu fais 1 an, choix d'affectation. Et puis tu pars en école d'application en fonction de ce que tu as choisi. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Normalement oui. Ça c'est pour la partie que je maîtrise le plus puisque je connais, je suis passé par là, donc forcément c'est plus facile. Maintenant, on va aborder la suite. On va passer par l'EMIA. L'EMIA, c'est un petit peu plus facile. Donc, pour l'EMIA, c'est l'école militaire interarmes. Bon, l'école militaire interarmes, c'est quoi? En fait, si on parle d'école militaire interarmes, c'est parce qu'on est sur une école qui est entre les armes. Avant l'EMIA, il y avait des écoles d'armes. Donc, il y avait l'école d'infanterie, l'école de cavalerie, tout ça. Tu vas me dire, oui, mais il y a encore la division d'application d'infanterie à Draguignan. Oui, la division d'application. La division d'application, c'est l'école de spécialisation d'officiers. Mais avant, on avait des écoles d'armes. C'était des écoles qui formaient les sous-officiers pour devenir officiers. Ces écoles n'existent plus et ont été remplacées par l'école militaire interarmes qui a été créée en 62, je dirais, 1962, si je dis pas de bêtises. De mes souvenirs du musée de l'officier. Peut-être qu'il y aura un UMIA pour me corriger et pour me dire que c'est pas ça. Ouais, j'aurais peut-être dû checker la date. Bref, donc 62 ou à peu près, création de l'école militaire interarmes. Cette école-là, en fait, elle a pour but de permettre aux sous-officiers de devenir officiers. Donc ça veut dire que les sous-officiers, ils peuvent évoluer comme officiers. Et pour ça, ils ont un concours à passer, un concours interne qui va leur permettre de devenir officiers. Et derrière, d'avoir à peu près la même carrière qu'un officier saint-cyrien. Maintenant, aujourd'hui, sur l'EMIA, on a aussi la possibilité, quand on est militaire du rang, de devenir officier. Cette année, l'EMIA, c'était 22% de militaires du rang. 22% de militaires du rang, quand avant, c'était pas du tout possible. Donc c'est pas mal. On a un quart de militaires du rang qui deviennent officiers par voie semi-directe. Ce qu'il faut savoir avec l'EMIA, c'est que chaque année, tu as un peu plus d'une centaine de militaires du rang et de sous-officiers qui passent par l'EMIA pour derrière devenir officiers dans l'armée de terre. Et c'est une école qui forme du coup beaucoup d'officiers qui vont derrière avoir le même statut, le même rôle que les officiers directs. Maintenant, la grosse différence, elle est où? Parce que tu vas me dire, oui, mais pourquoi faire le MIA et pas Saint-Cyr du coup? En fait, le MIA, c'est pour quelqu'un qui veut d'abord être militaire du rang aux officiers, ou c'est pour quelqu'un qui n'avait jamais pensé à devenir officier, qui s'était dit, ah moi je veux faire ça. Et en fait, il arrive dans l'armée, il se dit, ah ouais, en fait, on peut être officier. Ah ouais, c'est vrai que moi, être sous-officier ou être militaire du rang, ça me plaît pas de fou. Et c'est un mec qui, derrière, va se dire, je vais pouvoir évoluer comme officier. Est-ce qu'il vaut mieux faire Saint-Cyr ou l'EMIA, il n'y a pas de mieux, en fait. Il n'y a pas de mieux.
Vraiment, c'est deux écoles différentes, c'est deux manières de voir les choses différentes. Tu ne seras pas un meilleur officier si tu sors de l'EMIA ou de Saint-Cyr. Ça, il y a plein de mecs qui vont dire « Ah oui, mais si tu sors de l'EMIA, tu as l'expérience de la troupe, tout ça, donc tu seras meilleur. » Non, on voit des officiers brillants chez les Saint-Cyriens, chez les EMIA. On voit des officiers qui sont mauvais, méchants chez les Saint-Cyriens, chez les EMIA. C'est l'humain qui fait le plus. C'est vraiment l'humain. Si tu es une bonne personne, tu pourras passer par Saint-Cyr ou par l'EMIA, tu seras un bon officier. Si tu es une mauvaise personne, que tu as un mauvais fond, bon, ton école n'y changera rien. Donc, entre l'EMIA et Saint-Cyr, c'est vraiment à toi de faire ce choix-là. C'est deux parcours différents. Maintenant, partir d'avance en te disant que tu veux absolument être officier et te dire je vais d'abord m'engager comme sous-officier puis faire l'EMIA. Bon, moi, je t'avoue que ça me surprend un petit peu, mais si c'est ton délire, voilà, à toi de voir ce que tu veux faire. L'EMIA, c'est une école pour laquelle il faut avoir 3 ans dans l'armée. Ça veut dire que tu fais 3 ans vraiment comme sous-officier ou comme militaire du rang avant de candidater. Important, ça se prépare longtemps à l'avance. C'est 1 an à l'avance. Donc 1 an à l'avance, en fait, il va falloir envoyer ton dossier. Ton dossier de recrutement, pour l'envoyer, comment ça se passe? Tu es dans l'armée, tu es au sein de ta compagnie, tu fais ton métier tous les jours, tout ça. Eh bien, tu vas déjà en parler à ton chef de section. Ton chef de section, lui, il est chargé d'identifier les profils qui peuvent faire le MIA. Il va t'en parler. De toute façon, il va t'en parler, il va t'expliquer comment ça marche, il va t'aider. Du coup, tu en parles à ton chef de section, tu lui dis mon lieutenant, j'aimerais devenir officier, j'ai envie de candidater pour le MIA. Alors là, si tu es éclaté au sol, il va te regarder bizarrement, il va te dire ouais, c'est chaud pour toi. Ça, en gros, ça veut dire qu'il pense pas que tu as les capacités intellectuelles. Alors tu peux quand même insister, voir avec lui, voilà. Soit il va te dire ah bah génial, let's go, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, viens dans mon bureau, on en parle. Et derrière, en fait, pour le recrutement à l'EMIA, il faut que tu prépares ton dossier et que ton chef de section ou que le groupe échelon envoie un FUD. Un FUD, en gros, c'est une demande de validation pour un stage ou pour ici pour le MIA pour ton dossier. C'est juste en fait envoyer ton dossier et t'inscrire sur les listes. Donc tu vas être inscrit sur les listes des candidats à l'EMIA. Et à partir du moment où tu es inscrit, là il faut te dire ok, là il faut que je sois prêt, vraiment prêt. Maintenant, le concours de l'EMIA, il se bosse avant. Attention, point important, pour l'EMIA, il faut que tu aies ton bac. Si tu n'as pas ton bac, tu dois d'abord passer ton bac en interne au sein de l'armée, enfin en candidat libre. Donc, tu vas préparer ton bac en candidat libre au sein de l'armée et derrière, tu vas le passer. Une fois que tu as ton bac, que ton dossier est validé, là, il faut vraiment être prêt pour les concours. Parce qu'en fait, il ne te reste plus beaucoup de temps pour passer le concours. Avant ça, moi, je t'invite à vraiment te préparer à fond, à bien comprendre quelles sont les matières, à bien te renseigner et à travailler. Si tu travailles pour le MIA, tu vas être pris. Tu travailles pas pour le MIA, tu seras pas pris. C'est aussi simple que ça. Faut vraiment bosser. Voilà. Le niveau pour le MIA, il n'est pas fou, c'est accessible. Maintenant, ça implique de bien bosser. Si tu bosses pas, tu ne pourras absolument pas être pris. Il y a plein de sous-officiers de militaires du rang chaque année qui s'inscrivent pour le MIA, qui bossent vite fait, ils seront dégoûtés de leurs résultats, ils sont pas pris. Voilà. Après, je te dis ça, mais si tout le monde se met à bosser à fond, bon, le niveau sera plus élevé. Maintenant, dans tous les cas, il faut que tu travailles, il faut que tu sois sérieux, impliqué, que tu sois déterminé pour ça. Pour le MIA, du coup, les épreuves d'admissibilité, elles sont en janvier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'inscris en septembre, enfin ton dossier est validé en septembre et en janvier, tu vas avoir ton concours, tu vas passer des écrits et tu vas passer des écrits dans quoi? Parce que là, tu vas me dire, oui, mais c'est quoi les matières? En gros, tu as 3 voies. 3 voies d'accès, ça c'est assez facile. Tu as la voie économique, la voie littéraire, la voie scientifique. Donc tu choisis une de ces 3 voies et tu vas devoir passer des épreuves dans différentes matières. Donc si tu es en économie, tu vas passer une épreuve en SES et après des maths, d'autres matières. Si tu es en scientifique, ce sera beaucoup plus scientifique, en littéraire, beaucoup plus littéraire. Bon, tu me suis jusque là. Ensuite, point important, l'anglais est obligatoire. L'anglais, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce que l'anglais, ça ramène des points. Si tu bosses ton anglais, tu auras plus de points. Easy peasy. Et ensuite, pour la LV2, c'est que si tu es en lettres. Si tu es en option lettres, tu auras la LV2 à passer. Donc voilà pour la partie EMIA sur le concours. Maintenant, pour le recrutement à l'EMIA, il y a 3 voies. 3 voies, mais là, tu vas voir, c'est très simple, c'est rapide. Tu as la voie EMIA classique. Donc là, tu rentres à l'EMIA. Tu vas faire tes 2 ans à l'EMIA. Donc, tu t'inscris en septembre. Tu passes en janvier tes épreuves d'admissibilité. En mars, tu es présélectionné. Et vers avril-mai, tu vas passer tes épreuves d'admission. Enfin, ton oral d'admission. Si tu es sélectionné, le 23 août, avec les Saint-Cyriens, avec tout le monde, tu vas rentrer à Saint-Cyr. Donc, tu rentres à l'EMIA, du coup, à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan. Au sein de l'EMIA, tu vas faire 2 ans.
À la fin de ces 2 ans, tu vas être classé et en fonction de ton classement, tu vas choisir une arme. Ça veut dire que tu viens de l'infanterie, tu peux basculer dans le génie, tu peux basculer dans le matériel, tu peux changer d'arme. Et ça, il faut l'avoir en tête. Parce que si tu n'es pas satisfait dans ton arme aujourd'hui, tu n'es pas satisfait de ton métier, tu peux changer de métier, changer d'arme. Attention, point à prendre en compte, une fois que tu sors de l'EMIA, quitter l'armée, ça devient plus compliqué. Si jamais parce qu'il y en a qui veulent quitter l'armée en partant à l'EMIA, non, c'est pas le bon calcul, ça marche pas. Une fois que tu sors de l'EMIA, du coup, tu vas pouvoir aller en école d'application, donc en école de spécialisation, la DA. Et au sein de la DA, tu vas être formé et après, à la fin, tu vas partir en régiment. Au sein de l'école d'application, chacun est séparé au niveau du classement, mais tous les recrutements sont ensemble. Ça veut dire que moi, j'étais avec des EMIA, j'étais avec des ODS, j'étais avec des EMAC, j'étais avec tout le monde. Et chacun a son propre classement. Dans ton classement, du coup, tu vas avoir des places. Tu vas avoir des places pour tel régiment. Donc, je sais pas, tu as 2 places pour les Saint-Cyriens dans ce régiment-là, une place dans ce régiment-là, une place dans ce régiment-là. Et en fait, en fonction de ton classement au sein de ton recrutement, donc si tu es Saint-Cyrien ou quoi, tu vas être classé. C'est-à-dire qu'un EMIA qui arrive à l'EMIA, il fait ses 2 ans, il choisit l'infanterie, derrière, il part en école d'application de règlement, derrière, il finit 5e, derrière, il va pouvoir choisir le 8e RPIMA. Et enfin, s'il y a une place au 8e RPIMA, évidemment, tu m'as compris. Et à la fin, il part au 8e RPIMA en tant que chef de section. Clair? Normalement, oui. J'espère. Dis-le moi dans les commentaires si c'est bon pour toi, si c'est clair ou si, il y a un petit peu encore d'incompréhension. Au sein de l'EMIA, du coup, tu as ces 3 voies. Tu as l'EMIA direct, ce que je viens de t'expliquer. Tu as l'EMIA officier sur titre. Donc, l'EMIA sur titre, c'est quoi? En fait, c'est un mec qui a un bac+3. Il a une licence 3, il va passer le concours EMIA sur titre. S'il valide le concours EMIA sur titre, il va faire seulement 1 an au sein de l'EMIA. Donc il fait que la 2e année. Il choisit son régiment et derrière, il part de la même manière en école d'application. Il choisit son arme, pardon. J'ai petit lapsus qui va vous embrouiller, je veux pas. Et ensuite, on a la 3e voie d'accès qui est l'EMIA, voie CTA et OLE. Donc voie CTA, c'est corps technique et administratif, ça je t'ai expliqué. Et OLE, c'est officier logisticien essence. Donc ça, c'est pour un service, c'est pour le service de l'énergie opérationnelle, le SEO, ou aussi dit le service des essences. Donc service des essences, service de l'énergie opérationnelle, c'est un service qui est un petit peu à part. Et on a aussi le corps technique administratif. Donc ça, c'est une voie à part pour le concours de l'EMIA que tu peux aussi demander. Donc normalement, là, tout est clair. On a déjà fait 6 recrutements. Donc la partie école spéciale militaire et la partie EMIA. Maintenant, on avance. Oui, point important. Au sein de la carrière, quelle est la différence de carrière entre un Saint-Cyrien et un EMIA? Le Saint-Cyrien, lui, il est recruté pour commander. Ça veut dire que si tu veux commander un régiment, si tu veux devenir général un jour, Saint-Cyrien. Si tu veux juste être officier quelque temps ou quoi, allez, quelque temps, tu peux rester très longtemps. Attention à ça. Mais si tu n'as pas forcément envie de commander un régiment, si tu n'as pas forcément envie de devenir général, eh bien, tu peux très bien devenir EMIA. Aussi, au sein des différences, dans la reconversion, un Saint-Cyrien se reconvertit plus facilement. Mais tu vois, moi aujourd'hui, être Saint-Cyrien, ça me sert pas parce que je travaille tout seul. J'ai pas eu besoin de mon diplôme. Maintenant, il faut avoir ça en tête. Si tu hésites, si tu te dis, est-ce que Saint-Cyr ou EMIA, je sais pas trop. Voilà, tu as ces différences-là au niveau de la carrière, quelques petites différences. Tu as ces différences-là au niveau de la valeur du diplôme, mais ça s'arrête là. Globalement, un EMIA va faire le même métier. Un EMIA va être chef de section, un EMIA va être commandant d'unité et un EMIA peut très bien être chef du BOI. Donc, en gros, c'est le commandant en second d'un régiment. Il peut très bien être commandant en second du régiment. Être chef du régiment, donc le chef de corps, on appelle ça. C'est un petit peu plus compliqué pour un EMIA. Ça peut se faire, mais c'est très compliqué. Enfin, voilà, c'est compliqué. Et être général, très compliqué. Déjà que pour un Saint-Cyrien, c'est difficile, alors pour un EMIA, bon. Voilà pour ça. On bascule sur l'EMAC. L'EMAC, c'est l'école militaire des aspirants de Couët-Quillan. Pour l'EMAC, on a pas mal de recrutements. Globalement, ce qu'il faut comprendre avec l'EMAC, c'est qu'on est sur des officiers sous contrat. Alors, sous contrat, ça ne veut pas dire que c'est mal. Ça ne veut pas dire que c'est un peu moins bien. Mais il y a une grosse différence entre les Saint-Cyriens et les EMIA qui sont des officiers de carrière et les officiers sous contrat qui sont des officiers qui ont un contrat. En fait, un militaire, globalement un militaire du rang ou un sous-officier, il est sous contrat. Ça veut dire qu'un militaire du rang, il signe un contrat, il s'engage pour 5 ans quand il rentre dans l'armée. Eh bien, tu peux aussi t'engager comme officier avec un contrat. Ce contrat-là, tu vas me dire, mais c'est l'équivalent d'un CDD, c'est nul. Non, ça change rien. Ça va changer par exemple si un jour tu fais un prêt immobilier. Oui, ça peut être un petit peu plus chiant de faire comprendre à la banque, tout ça, bon. Mais ce contrat-là, en fait, il permet à l'armée de mieux gérer la ressource humaine
et de savoir en fait concrètement qu'ils ont tant de mecs qui sont là jusqu'à tel moment, de savoir qu'ils vont pouvoir en fait se débarrasser d'une partie, comment dire ça mieux, ne pas garder des officiers trop longtemps. Pourquoi? Parce qu'en fait l'armée c'est une pyramide. Si tu veux, c'est vraiment une pyramide. Tout en haut, tu as l'état-major. Ensuite, tu as plein de généraux. Ensuite, tu as plein de colonels, tout ça. Cette pyramide-là, elle peut pas être droite. Ça peut pas être un immeuble. Tu veux que cette pyramide, elle s'évide. Ça veut dire que au fur et à mesure, tu en as de moins en moins qui vont vers le sommet. Et donc, les officiers sous contrat, ça permet de se débarrasser au fur et à mesure d'officiers. Maintenant, si tu es un bon officier sous contrat, un jour tu vas pouvoir basculer de carrière et tu peux devenir officier de carrière derrière. Donc il faut te dire ça aussi. Sauf que aujourd'hui, la plupart des officiers sous contrat ne veulent pas rester toute leur vie dans l'armée. Donc ils vont faire quoi? Ils vont faire un contrat, 2 contrats, puis ils vont partir. Donc en fait, ne t'inquiète pas du contrat. Quand tu es officier sous contrat, c'est très facile de basculer de carrière, c'est très facile de rester et c'est très facile de partir aussi. Donc dis-toi que être officier sous contrat, c'est que du plus. Voilà, il y a vraiment pas de désavantage à ça. Si c'est quelque chose qui t'angoisse, non, officier sous contrat par rapport à Saint-Cyr, être de carrière, zéro différence pour toi. Maintenant, la différence, elle va être dans les possibilités de commander derrière. Oui, si tu es officier sous contrat que tu veux commander, commander un régiment, voilà, commander un régiment, c'est pas le bon choix. Si tu hésites entre t'engager comme officier sous contrat d'encadrement et OST, parce que tu as un Master 2, pareil, tu as une différence aussi au niveau du diplôme. Donc, si tu as un très bon diplôme et que tu veux avoir un autre diplôme de valeur, tout ça, et être Saint-Cyrien, eh ben, tu peux très bien derrière préférer la voie OST plutôt que la voie OSC. C'est à toi de voir. Maintenant, si tu sais que tu veux rester que 5 ans dans l'armée, il vaut mieux t'engager comme OSC. Enfin, allez, si tu veux rester que 7 ans dans l'armée, il vaut mieux t'engager comme OSC. Ce sera un petit peu plus facile de partir. Si tu as ça en tête, déjà on est bien. Parce que si tu as ça en tête, tu comprends un peu les différences. Maintenant, quelles sont les différentes voies d'accès quand tu t'engages comme officier sous contrat? Donc, on va commencer avec la principale voie d'accès dans la partie corps des armes. Enfin, corps des officiers des armes. Dans les armes, du coup, tu peux t'engager via l'EMAC comme officier sous contrat. Quand tu t'engages à l'EMAC comme officier sous contrat, comment ça se passe? En fait, tu vas faire ton dossier au sein de ton CIRFA. Tu vas passer tes tests en GRS et tu vas faire une demande. Tu vas faire 3 vœux pour différentes armes. Tu vas demander l'infanterie, le génie, la cavalerie. Tu vas demander ces 3-là. Tu vas dire, ben moi je veux ça, ça, ça. Si ton dossier est validé, que ton profil est jugé assez bon, eh bien tu seras pris pour devenir officier sous contrat d'encadrement. Et là, comment ça se passe? Eh bien là, tu vas partir directement à Saint-Cyr le 23 août. Encore une fois, chaque année, c'est le 23 août. Et tu vas faire 1 an de formation. Donc là, c'est assez simple. C'est vraiment, tu te dis, CIRFA, test GRS, intégration et derrière formation. Donc, tu vas d'abord signer un premier contrat de 1 an. Ce contrat de 1 an, il va te permettre de faire ta formation à l'EMAC. Si jamais t'es pas assez bon à la fin, qu'on ne garde pas, eh ben on peut te faire partir avec ce contrat de 1 an. Si jamais tu valides ton année, dis-toi que 99% valident leur année. C'est très rare qu'il y ait des mecs qui soient pas pris, mais bon, ça peut arriver. Donc, tu valides ton année, tout se passe bien. Tu pars ensuite en école d'application. On reprend. Tu candidates au CIRFA pour une arme. Donc, tu candidates par exemple pour l'infanterie. Tu pars le 23 août faire ton année de formation. Et à la fin de l'année, tu pars à Draguignan en école d'application pour 1 an. À la fin de l'école d'application, tu vas être classé. Et en fonction de ton classement, tu vas pouvoir choisir un régiment. Et derrière, tu partiras en régiment commandé, comme chef de section. Si tu as compris ça, on est bien. Ça, c'est pour le recrutement OSCE. Pour devenir officier sous contrat d'encadrement, il faut un bac+2 et il faut avoir moins de 32 ans. Donc ça, tu peux te le noter, tu peux checker sur s'engager.fr et tu verras un petit peu ces infos-là. La différence entre ce recrutement-là et le recrutement OST, c'est vraiment que c'est plus facile d'accès, c'est plus rapide, c'est un peu moins complexe. Et maintenant, au niveau du métier en première partie de carrière, c'est la même chose. Donc, comme je t'ai dit, pas de pression là-dessus, fonce. Au niveau de ce qu'on va te proposer au CIRFA, le CIRFA, il est là pour te conseiller, pour te guider. Le CIRFA, lui, il va te proposer en priorité les métiers du matériel, les métiers du train, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui recrute le plus. Maintenant, si tu veux absolument aller dans l'infanterie, le CIRFA, tu lui expliques, tu leur dis, moi, je veux l'infanterie, je veux ça. Si tu as un niveau physique, tu es éclaté au sol, le CIRFA, il va te conseiller de changer. Et c'est normal, parce qu'en fait, à un moment, si tu n'as pas le niveau sportif si tu n'as pas le niveau requis, c'est pas possible. Si tu as un très bon niveau sportif, le CIRFA va te dire, ok, très bien, là, il y a beaucoup de demandes, ça va être compliqué, il va falloir vraiment envoyer les meilleurs résultats possibles pour être pris en priorité. Mais le CIRFA va t'aider à faire ton dossier et va te conseiller pour gérer. Donc maintenant, si tu veux absolument l'infanterie quand tu veux candidater comme officier sous contrat, il te faut le programme guerrier qui est dans la description pour t'entraîner à fond et avoir les meilleurs résultats possibles. Bref, tu candidates, tu gères, tu pars comme OSC
t'es bien et tout se passe bien pour toi. Maintenant, tu as une deuxième voie possible. C'est la voie OSCS, officier sous contrat spécialiste. Cette voie-là, elle est un petit peu différente. En fait, là, tu vas t'engager dans une autre voie que la voie des armes. Tu vas pas dans la filière commandement. Donc, ça veut dire que tu vas pas commander directement des hommes, une section, tout ça. On va dans une voie de spécialiste. La voie de spécialiste, elle peut permettre de commander, mais c'est pas ta fonction première. Ta fonction première, ça va être d'être un spécialiste. Donc, tu peux être dans la communication, les ressources humaines ou autre. Dans la communication, tu vas commander un stagiaire ou tu vas commander un mec. Dans la partie ressources humaines, oui, tu pourras commander un petit bureau, 4-5 mecs, c'est possible. Donc, quand tu pars dans cette filière-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas en fait avoir un bac plus 3 dans un métier, dans les finances, dans la RH, la gestion, voilà. Et avec ce bac plus 3, tu candidates au sein du CIRFA. On va te faire passer des tests au GRS et derrière, tu vas pouvoir rentrer. Alors là, attention, la formation ne dure que 14 semaines. 14 semaines, c'est très court. Tu fais juste une petite formation militaire. Tu n'es même pas formé chef de section, tu es formé chef de groupe, plus. Après, tu vas voir un petit peu les bases du métier de chef de section, mais tu es formé vraiment chef de groupe. Chef de groupe Pro-Terre, enfin C3T. Donc, ça veut dire que tu es chef de groupe un petit peu infanterie de base, si tu veux. Ces recrutements-là, tu as 3 périodes annuelles pour rentrer comme officier sous contrat spécialiste. Tu as avril, octobre, décembre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu candidates maintenant, tu pourras rentrer peut-être en décembre. Si tu attends un petit peu trop pour candidater, ce sera en avril. Et sinon, ce sera en octobre l'année prochaine. En fait, le recrutement OSCS, tu en as 3 fois par année et ça dure que 14 semaines de formation. Après, tu es directement employable. Ça veut dire qu'une fois ta formation finie, tu pars directement en régiment, tu es directement en poste comme lieutenant. Donc, c'est un recrutement express. Ça veut dire que tu es vraiment ultra qualifié sur ton métier. On te prend, on te forme, boum, tu es officier. C'est vraiment le recrutement le plus rapide. Alors, avantages et désavantages. Officier sous contrat spécialiste, ça te permet d'exercer ton métier, un métier qui te plaît, pour lequel tu as été formé et qui est un vrai besoin pour l'armée. Si tu kiffes la communication, tu peux très bien devenir officier communication dans un régiment et gérer la communication du régiment. Donc, si tu kiffes faire des stories Instagram, faire des posts et tout, et bah boum, officier communication. Si tu kiffes la partie ressources humaines, tu peux devenir RH d'un régiment. Donc, tu as des métiers comme ça qui te permettent d'être recruté dans ce que tu aimes dans un régiment. Ça, c'est pour la partie avantage. Ensuite, pour la partie désavantage, au niveau de ton évolution, à un moment, ça devient un petit peu compliqué. Donc, on est sur plutôt des carrières courtes. Faire une carrière longue comme officier sous contrat spécialiste dans l'armée, c'est un peu compliqué. Et surtout, tu risques de finir très vite en état-major sur des postes vraiment de bureau. Donc, il faut le savoir, il faut l'avoir en tête. Maintenant, en général, quand tu t'engages sur ce type de parcours, c'est pas trop pour faire des carrières longues. Maintenant, tu as quand même des possibilités très sympas d'évolution. Et ça, il faut en discuter avec ton CIRFA pour savoir dans ton métier, concrètement, ça peut être quoi ton métier dans 15 ans. Mais attention, est-ce que tu t'engages vraiment dans un métier en te projetant à 15 ans? Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui le font. Aujourd'hui, vraiment, il y a peu de personnes qui le font. Et il faut aussi te dire que toi, tu vas évoluer. Dans 15 ans, tu seras plus la même personne. Tu seras complètement différente. Donc, peut-être que dans 15 ans, tu n'auras pas envie de faire un métier sur le terrain. Peut-être que dans 15 ans, être dans ton bureau, ça te plaira beaucoup plus. Donc, pense à ça. Pour la voie OSCS, globalement, c'est ça qu'il y a à retenir. Après, tu as plein de métiers possibles. Tu peux aussi t'engager comme OSCS, comme prof d'histoire, par exemple. Tu as pas mal de possibilités. Il y a des recrutements qu'il va y avoir chaque année. Gestion, ressources humaines, tout ça. Il y a des métiers où tu peux avoir des places, où c'est possible, tu peux te proposer, aller en discuter avec le CIRFA, voir ce qu'il est possible de faire et voir un petit peu les possibilités. Ensuite, on a la partie OSCP. Donc ça, c'est officier sous contrat pilote. Ça, c'est un recrutement qui intéresse pas mal de jeunes, ce qui est assez peu connu. En fait, tu peux t'engager directement comme officier pilote dans l'aviation légère de l'armée de terre. Alors attention, ça c'est un recrutement très spécifique pour lequel il faut avoir un très bon niveau et un très bon dossier. Ce recrutement-là, il se joue aussi beaucoup sur la partie médicale, donc c'est assez chiant. Chaque année, tu as la possibilité, donc c'est le 23 août pareil, enfin 23 août pour la rentrée, de devenir officier directement pilote. Ça veut dire que tu sais que tu vas derrière être pilote dans l'aviation légère de l'armée de terre, s'il n'y a pas de souci. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, tu vas aller en CIRFA, tu vas aller te renseigner en CIRFA et tu vas faire ton dossier au CIRFA. Tu vas passer tes tests au GRS, plus tu vas passer les tests d'aptitude à l'AT, aviation légère de l'armée de terre, où tu passes en fait des tests d'aptitude. Donc tu vas faire une visite médicale poussée, plus tu vas passer des tests sur simulateur et des tests un peu psychotechniques poussés. C'est des tests en fait pour voir si tu serais un bon pilote d'hélicoptère ou si t'es pas capable de réagir, enfin il y a trop de touches et tu bugs, tout ça. Donc c'est des tests un petit peu spécifiques pour t'évaluer là-dessus. Tu vas aussi avoir le sport et la visite médicale poussée plus.
Si tu es apte partout, que tu es bon, que ton dossier est bon, que tu es retenu, eh bien tu seras pris comme officier sous contrat pilote. Et tu vas rentrer du coup le 23 août pour une formation de 5 mois. C'est une formation assez courte. Ensuite, tu pars en stage en régiment. Donc tu vas être attaché en fait à l'EMAC. On est toujours là sur l'EMAC. Il faut savoir que quand tu es officier sous contrat d'encadrement, donc le premier recrutement, tu vas aussi faire un stage d'1 mois en régiment. Et là, tu vas faire un stage du coup en régiment pour découvrir un petit peu l'armée avant de partir sur le reste de ta formation. Je reprends. CIRFA, GRS, test d'aptitude à l'AT, rentrée. 5 mois de formation et derrière, on a la partie stage en régiment plus on a la partie formation spécifique. La formation spécifique, ça se passe au LUC. Donc au LUC, on a la base du LUC en fait qui est l'école de la LAT. Et là, au sein de l'école de la LAT, tu vas être formé sur un hélicoptère. On va t'apprendre à piloter. Donc on t'apprend à piloter globalement la base en fait, piloter différents types d'hélicoptères. Puis on va t'apprendre à piloter l'hélicoptère que tu vas piloter pendant ta première partie de carrière. Donc tu peux être pilote sur Tigre, sur Caïman, Gazelle ou encore Guépard qui va arriver. On te forme du coup sur cette partie-là. Ça dure 2 ans. Donc il faut savoir un truc, c'est que quand tu es élève pilote au sein de la LAT, tu as une histoire de vol rouge, vol vert. En fait, tu as droit à 3 vols rouges pendant ta scolarité. Enfin, 2 vols rouges. Tu as droit à 2 vols rouges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le droit de faire 2 erreurs de pilotage. Si tu fais 3 erreurs de pilotage, tu ne seras pas pilote. On t'écarte. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'accidents dans la LAT. La LAT, si tu regardes sur les derniers accidents, tu tapes accident hélicoptère armé, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'accidents. Être pilote, c'est un métier dangereux. C'est un métier dans lequel il y a du risque. C'est des machines qui sont extrêmement puissantes, qui sont en l'air, qui sont en équilibre et qui se manient super rapidement. Être pilote d'hélicoptère, c'est pas rien. Et dans le civil comme dans l'armée, des accidents d'hélicoptère, il y en a. Donc, s'il y a le moindre doute en fait sur ton profil, tu peux être évincé. Donc, il faut avoir ça en tête. Il faut te dire que c'est une formation qui est rigoureuse, qui implique d'être déterminé, d'être à fond, de se donner à 200% pour pas rater. Et même avec ça, il y a des ratés. Moi, dans ma promo, il y a un mec qui a raté sa formation à LAT, qui a dû changer d'arme et qui du coup est officier dans un autre régiment. Voilà, ça arrive chaque année. C'est pas grave, personne t'en voudra. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On va pas t'engueuler, on va te dire bon bah maintenant il va falloir changer de métier. Pour les OSCP, je sais pas comment ça se passe s'il y a ce raté-là. Je sais pas. Bref, une fois que tu as été formé, derrière, tu vas partir en régiment et tu vas être pilote sur ton hélicoptère. On continue. Pour les MAC, c'est pas fini. On a aussi la formation, le recrutement officier sous contrat commissaire. Donc ça, c'est un recrutement qui est à part. En fait, tu vas avoir des contrats de 4 ans et tu vas être recruté comme officier sous contrat commissaire. Mais on y vient au métier de commissaire. On va parler après de la partie commissariat des armées. Donc ça, c'est un recrutement un petit peu différent où tu vas aussi être formé avec les MAC. Et derrière, tu vas être commissaire des armées. Mais tu passes pas par la voie classique du commissariat des armées. Je t'en parle justement maintenant. Donc là, on vient de parler des 3 écoles qu'il y avait à Saint-Cyr. Donc les 3 écoles principales, Saint-Cyr, l'EMIA et les MAC. Maintenant, on va parler du coup de l'école du commissariat des armées. Parce qu'on va aborder le métier de commissaire. L'école du commissariat des armées, c'est une école qui est un petit peu à part. C'est une école qui est à Salon de Provence et qui permet du coup de devenir administrateur des armées. C'est une école qui va durer 2 ans, qui va te permettre de devenir officier dans l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air ou dans un service et qui va te permettre d'être commissaire. Comment est-ce que ça se passe? Eh bien, tu vas déjà candidater après un bac plus 3. Donc tu as un bac plus 3, tu vas passer un concours. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai concours écrit qui va te permettre d'être sélectionné, de passer des oraux et derrière de rentrer comme commissaire des armées. C'est accessible sur licence de droit, IEP, IAE ou encore licence éco-gestion. Les 2 ans de formation, comment ça se passe? Tu vas avoir 10 jours à Salon de Provence, 10 jours de rentrée un petit peu entre commissaire des armées. Et en fait, en fonction de ton classement au moment du concours, tu vas choisir un ancrage, ce qu'on appelle un ancrage. Cet ancrage-là, il peut être terre, mer, air ou santé des armées. En fait, cet ancrage, il est déterminant. Pourquoi? Parce qu'il va déterminer derrière quel métier tu vas faire et dans quelle armée tu vas être. Si tu choisis l'ancrage terre, tu vas être rattaché à l'armée de terre. Si tu choisis l'ancrage mer, tu vas être rattaché à la marine et ainsi de suite. Donc, si tu choisis l'ancrage terre, comment ça se passe? Tu fais tes 10 jours de rentrée à Salon de Provence et ensuite tu pars en stage au sein de Saint-Cyr, donc l'école des officiers, et tu y pars pendant 3 mois. Donc, tu pars à Saint-Cyr pour 3 mois où tu vas être formé comme officier dans l'armée de terre. Donc, tu es formé, tu fais tes classes en fait. Tu fais tes classes comme commissaire et tu passes vraiment 3 mois avec une promotion. Ça veut dire que moi, quand j'étais en première année à Saint-Cyr, à l'ESM3, j'avais dans ma section, j'avais un EFIA, j'avais 2 OST qui étaient rattachés pendant les périodes de tradition et quelques cours, et j'avais un commissaire des armées. Donc j'avais un commissaire des armées deux commissaires des armées, pardon, je dis la merde. J'avais 2 commissaires des armées, un OFIA qui était tout le temps avec nous. Et eux, ils suivaient les cours avec nous. Et ces 2 commissaires-là, du coup, ils ont fait 3 mois avec nous
puis ils sont retournés à l'école du commissariat des armées. Et là, à l'école du commissariat des armées, quand ils y retournent, ils y font 1 an. Et ensuite, ils reviennent à Saint-Cyr pour faire 8 mois. Ça veut dire que tu as 2 ans qui sont découpés avec 10 jours, 3 mois, 8 mois, non, 1 an et 8 mois. Donc, en tant que commissaire, tu vas être formé 1 an vraiment sur la partie commissariat des armées, plus 1 an dans ton armée. Donc, avec la partie classe, donc la partie formation initiale, puis la partie formation spécifique à ton métier, mais au sein de l'armée. Mais après, la partie vraiment école du commissariat des armées, c'est une formation généraliste qui te permet de comprendre le fonctionnement du commissariat des armées. Et derrière, tu pars en régiment comme administrateur des armées. Ça veut dire que tu vas gérer la partie finance, la partie administration, la partie comptabilité ou quoi d'un régiment. Donc un exemple, c'est dans l'armée de terre, ton métier, ça peut être d'être dans un régiment, de gérer toute la partie finance, gestion du régiment. C'est un métier qui au niveau horaire est assez long parce que souvent tu es seul, tu dois gérer plusieurs personnes. Enfin, tu es seul en fait, tu es le directeur si tu veux de la partie financière. Dès que tu arrives comme lieutenant, oui, tu es vraiment cette personne-là qui va tout gérer. Dans un petit régiment, dans un gros régiment, il peut y en avoir plusieurs. Mais globalement, tu es souvent seul et c'est toi qui vas piloter. Donc, tu arrives et tu dois gérer plusieurs personnes, tu dois gérer différents bureaux et tu dois pas mal bosser pour que tout soit bien fait. Donc, c'est du boulot. Faut être impliqué, faut être à fond et c'est un métier qui est assez technique. Moi, perso, c'est pas du tout mon délire. Si toi, tu kiffes les chiffres et tout, tu aimes la partie finance, c'est un super métier. En gros, tu es un petit peu directeur financier d'un régiment, si tu veux. Donc ça, c'est pour la partie commissariat vraiment pur. Après, tu peux aussi être commissaire plus juriste. Là, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais tu as différentes possibilités. Dans la marine, l'armée de l'air, le service de santé des armées, c'est un petit peu la même, mais tu vas partir faire du coup tes formations en école d'officier respectives. Donc voilà pour la partie commissariat des armées. On est sur un métier un petit peu différent. Si tu kiffes, c'est nickel. Maintenant, on continue. Donc, je t'ai parlé de 4 écoles au début. Au sein de l'Académie militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan, on a cette 4e école qui est l'école militaire du corps technique et administratif. Cette école-là, en fait, elle va former des officiers sous contrat administration, donc directement, ça peut être les OSCS. Elle peut former des officiers qui changent un petit peu de spécialité. On peut avoir par exemple un Saint-Cyrien qui bascule dans le corps technique administratif, qui va faire sa formation au sein de l'école militaire du corps technique administratif, qui va faire 1 an de formation là-bas. On peut avoir du coup les EMIA. Les EMIA, je t'ai parlé d'une voie à part pour le corps technique et administratif. Du coup, eux vont être formés au sein de cette école. Et en fait, c'est des écoles qui du coup vont former concrètement à comment est-ce qu'on administre des gens. Comment est-ce qu'on gère la partie administration. Donc, c'est un petit peu de la RH, de l'administration, tout ça. Et en fait, ça se passe à Saint-Cyr directement. Et ensuite, du coup, on a encore 2 voies d'accès. On a 2 voies d'accès qui sont un petit peu différentes puisque c'est des voies semi-directes qui normalement vont pas trop t'intéresser. Mais je vais te les présenter quand même. Ces 2 voies d'accès-là, on a la partie ODS. Donc officier des domaines de spécialité et la partie major. C'est des voies d'accès comme officier qui te permettent pas de changer d'arme. Donc si tu veux, on a l'EMIA, l'école militaire interarmes qui est un concours qui permet à des sous-officiers et à des militaires du rang de devenir officiers. Et on a la voie ODS et major qui sont des voies pour les sous-officiers qui permettent de devenir officier. La voie ODS, c'est une voie où il faut passer un concours. La voie major, c'est une voie où il n'y a pas de concours à passer. C'est juste sur dossier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un adjudant, il peut passer le concours ODS et il peut derrière devenir officier dans son arme. Donc, je te donne un exemple. Du coup, le mec est adjudant depuis 15 ans dans son régiment du matériel. Il en a marre d'être adjudant, il veut évoluer. Il passe le concours ODS. Il est reçu, il est pris, il devient lieutenant dans le matériel. Comment est-ce que ça se passe? En gros, il va faire 10 jours à Saint-Cyr, une fois qu'il est pris, et derrière, il va faire 1 an d'école d'application. Donc, 1 an à l'école. Faut le prendre en tête parce que souvent pour les ODS, c'est fatigant. Et derrière, le gars va revenir comme lieutenant dans son régiment et il va commander une section. La deuxième possibilité, c'est le major. Le major, lui, il en a marre d'être major. Il passe par le recrutement du coup direct officier rang. En fait, il devient officier rang. Ça veut dire qu'il a fait beaucoup de temps dans l'armée parce que major, du coup, le mec a 45 ans, 50 ans. Enfin, il doit avoir 45 ans. Il est major et il fait son recrutement comme major avec la DRHAT. Donc en fait, il va devoir faire une demande auprès de la DRHAT. Sa demande va être étudiée par la DRHAT et derrière, la DRHAT va l'envoyer directement en école d'application. En école d'application, il va faire une formation un petit peu plus courte de 6 mois. En gros, il fait 6 mois en école d'application et derrière, il retourne en régiment comme lieutenant. Voilà pour ça. Pour la partie ODS, donc il faut avoir moins de 45 ans. Pour l'admissibilité, c'est une note de synthèse à faire. Donc c'est un
un test écrit avec une note de synthèse. Et ensuite, il y a un petit oral à passer, plus un test de sport. Et ensuite, on va avoir une semaine de formation à Saint-Cyr et 1 an en école d'application. Donc, c'est 2 recrutements qui sont un petit peu similaires, mais il y en a un pour lequel il y a un concours, donc c'est des mecs plus jeunes, et un pour lequel c'est des majors qui ont déjà passé un concours, parce que pour être major, il faut passer un concours, et derrière qui vont pouvoir basculer directement comme lieutenant. Un major, lui, en fait, il a évolué comme adjudant-chef major, il a beaucoup d'années de service, et derrière, il va être lieutenant pendant 4 ans. Et souvent, il va s'arrêter là ou alors il va basculer capitaine, mais sur les dernières années de sa carrière. Un ODS, lui, va pouvoir évoluer jusqu'à commandant. Un ODS, il peut évoluer commandant. Mais il a déjà quand même pas mal d'années de service, il a au moins 10 ans de service. Donc pour un sous-officier qui est dans l'armée, un sous-officier, lui, il a 3 possibilités pour devenir officier, l'EMIA, ODS, major. Voilà, il faut comprendre ça, on a 3 voies différentes. Si tu es civil que tu veux devenir officier, tu as 2 voies d'accès principalement, tu as l'école spéciale militaire et tu as l'école militaire des aspirants de Kouad-Kidan. Donc tu as une de ces 2 voies, soit officier direct de carrière, soit officier sous contrat. Et globalement, les possibilités de métier sont vraiment similaires. L'évolution est similaire, mais c'est la deuxième partie de carrière qui est pas la même. Et ensuite, tu vas avoir aussi la partie X, Polytechnique. Mais là, ça, Polytechnique, comme je te l'ai dit, il n'y a pas énormément de mecs qui deviennent militaires. C'est quand même assez particulier, c'est à part. Mais si tu viens d'une prépa scientifique, que tu as un très bon niveau, que tu hésites entre Saint-Cyr et Polytechnique, Polytechnique peut être une option. Et ensuite, tu as la partie un peu plus spécifique, corps technique et administratif et commissariat des armées. Mais globalement, voilà toutes les voies pour devenir militaire. Donc tu vois, il y a beaucoup de voies. J'espère avoir rien oublié. C'était une vidéo assez technique à faire et j'espère que ça répond vraiment à toutes les questions que je peux avoir sur les différents recrutements. Dans tous les cas, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu vas avoir besoin du CIRFA pour ta candidature. Tu vas aller au CIRFA, tu vas faire ton dossier. Après, si tu es en prépa pour Saint-Cyr, tu n'as pas forcément besoin d'aller au CIRFA, mais c'est quand même bien de te renseigner un maximum sur Internet, de regarder quelles sont les matières, comment ça se passe, comment préparer tes oraux, tout ça. Donc dans tous les cas, moi ce que je te dis, c'est donne-toi à fond, prépare ton dossier, mets-toi à 200% dans le taf pour pouvoir réussir ce que tu veux faire. Voilà, si tu te donnes à 200%, que tu es impliqué à fond, derrière ça va le faire. Donc pour la partie oraux, tout ça, écrit, préparation des concours, il faut les préparer, il faut travailler. Pour la partie sport, il faut t'entraîner. Tu as le programme guerrier qui est dans la description qui te permet de t'entraîner à fond. Le programme guerrier, c'est un programme sur 3 à 6 mois qui est sur mon application, qui te permet de t'entraîner avec des vidéos, avec plein de conseils. Tu as une partie formation aussi pour t'aider à bien faire tes choix, à bien t'entraîner. Et derrière, tu as les meilleurs résultats possibles pendant tes tests au GRS et pendant tes concours spécifiques. Donc, si tu veux des résultats, vraiment, entraîne-toi, prépare-toi et derrière, tu vas gérer. Au niveau de tous ces recrutements officiels-là, il faut te renseigner encore un petit peu plus. Dans la description, je t'ai mis quelques liens qui peuvent t'aider. Ensuite, je t'invite à rejoindre le Discord Santarmy. C'est un Discord sur l'armée où on est 3000 qui va te permettre d'échanger, de poser tes questions et d'en apprendre plus sur l'armée. Et ensuite, je t'invite à aller faire un tour en CIRFA pour avoir des réponses personnalisées à tes questions. Maintenant, n'hésite pas, en plus de ça, à venir sur le Discord pour échanger et à venir pour en savoir un petit peu plus sur chacun des recrutements. Pareil, je te mets le lien du Discord dans la description. J'espère que tu as kiffé la vidéo. C'est une vidéo qui m'avait été pas mal demandée. C'est une vidéo assez complexe à faire parce qu'il y a beaucoup à dire, beaucoup de recrutements et c'est compliqué après de pas m'y perdre. Quand je parle de tout ça, j'ai bien préparé la vidéo, mais même en faisant ça, bon, il aurait fallu écrire un script ultra précis et ça aurait été un peu, beaucoup moins naturel. Si tu as kiffé la vidéo, dis-le moi en commentaire, mets un j'aime, partage la vidéo à tes potes, envoie du love sur la vidéo, moi ça m'aide et regarde mes prochaines vidéos. Force!